Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Que dit la loi pour le compte de cette nouvelle semaine. Vous le savez, la location d'une chambre est réglementée par des textes en vigueur en République du Bénin. Autant le propriétaire d'une concession en location a des droits vis-à-vis donc de ses locataires, autant ceux-ci en ont également au regard des textes législatifs en vigueur au Bénin. Que ce soit le montant du loyer mensuel, celui de la caution à verser en amont ou encore d'autres conditions du bail à usage d'habitation, que disent exactement les textes en la matière au Bénin. On en parle dans cette émission avec comme invité Akwayon Clément Dassi. Bonjour. Bonjour, Monsieur Chidi. Vous êtes docteur en droit public et spécialiste de légistique. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur ce plateau. Le plaisir est toujours partagé d'être avec vous. Merci donc d'être là. On va parler de cette loi qui régit les conditions, on va dire, peut-être d'acquisition d'une chambre, d'une maison, ce qu'on appelle le bail à usage d'habitation. Et justement, on va démarrer par là. Qu'est-ce qu'on entend au regard des textes, bien sûr, par le bail à usage d'habitation? Alors, lorsqu'on parle du bail, il faut partir du bail, effectivement. Le bail, pour le définir, nous allons prendre les éléments clés de la définition pour ne pas beaucoup ennuyer les téléspectateurs. Il y a d'abord le bailleur, celui qui dispose de l'immeuble, qui permet à une autre personne, qu'on appelle le preneur ou le locataire, de jouir des biens immobiliers pour un certain temps, bien entendu, contre une rémunération, ou si je dis rémunération, contre une contrepartie. Oui, financière. Une contrepartie financière, bien sûr. Mais cela ne suffit pas pour définir le bail à usage d'habitation. Il faut que l'immeuble puisse avoir comme destination l'habitation. Ce qui veut dire que tout bail n'est pas à usage d'habitation. D'accord. Il y a des baux qui ont pour destination la profession, l'exercice d'une profession. Et notamment le commerce, l'artisanat, l'industrie. Dans ces conditions, on parle de bail à usage professionnel. Et non d'habitation. Et non d'habitation. Donc c'est l'utilisation qu'on fait de l'immeuble qui définit si le bail est à usage d'habitation ou s'il est à usage professionnel. D'accord. Voilà. Nous sommes sur l'émission Que dit la loi. Et lorsqu'on parle donc du bail à usage d'habitation ou peut-être même professionnel, est-ce que c'est juste de considérer directement la loi 2022-30 du 20 décembre 2022 fixant le régime juridique du bail à usage d'habitation en République du Bénin comme étant le socle législatif de cette matière? Oui, bien sûr. En ce qui concerne le bail à usage d'habitation, c'est la loi 2022-30 du 20 décembre 2022. Mais le bail à usage professionnel, lui, il est régi par un autre texte. Et c'est notamment l'acte uniforme de l'OHADA sur le droit commercial qui régit cette matière-là. Donc le bail à usage professionnel n'est pas régi par le même texte que le bail à usage d'habitation. Mais pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est la loi 2022-30 du 20 décembre 2022 qui constitue le fondement même du régime du bail à usage d'habitation. Oui. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a certains baux qui ne sont pas donc d'usage d'habitation ou à usage d'habitation. Est-ce qu'il y a aussi des habitations exclues du bail à usage d'habitation? Oui, bien sûr. Avant de venir à ces habitations, il faut dire qu'il y a d'autres baux. En dehors du bail à usage d'habitation, j'ai parlé tout à l'heure du bail à usage professionnel. Il y a le bail amphithéotique. C'est-à-dire? Bail amphithéotique, c'est un bail de longue durée. Et ça, c'est le code foncier et domanial qui le régit. D'accord. Et là, c'est un bail de longue durée, mais un bail qui peut faire l'objet d'hypothèques. Celui qui jouit de ce bail-là, des droits réels sur l'immeuble, sur la base de ce contrat, peut mettre ce droit-là en garantie
pour le paiement d'une dette qu'il a contractée. Et non seulement ça, la durée minimale de ce bail est de 18 ans et maximale 99 ans. Il y a le bail à construction où le preneur, c'est-à-dire le locataire, a l'obligation de résultat de construire sur l'immeuble, bon, si c'est un immeuble vide, de construire et de l'entretenir pendant toute la durée du bail. Il y a le bail à plantation où le preneur, qui est le locataire, a l'obligation de planter des arbres sur le terrain et de les entretenir durant toute la durée de ce bail-là. Mais la particularité de ces deux derniers baux, c'est qu'ils ne peuvent excéder 40 ans. Alors, revenons aux immeubles qui ne peuvent faire l'objet du bail à usage d'habitation. Vous savez, il y a certains types d'occupation de certains immeubles qui s'apparentent à une habitation. Lorsque vous allez en voyage, vous prenez un hôtel, vous allez dans une auberge, vous allez dans un motel, c'est comme une forme d'habitation. C'est ça, parce qu'on y réside pour un temps duré. Pour un temps, voilà. Mais la loi exclut ces types d'habitation des baux à usage d'habitation. Vous avez aussi, bien évidemment, des internats, comme dans les lycées ou autres, où on accueille les pour un temps donné. Pour un temps donné. Mais ces types d'habitation sont exclus du bail à usage d'habitation. Les hôpitaux, où des gens résident pour un temps donné, pour recevoir des soins et tout ça. Les endroits, les prisons par exemple, les maisons d'arrêt, c'est quand même des endroits où des gens habitent, mais c'est exclu du bail à usage d'habitation. Vous voyez, ces types d'immeubles sont, en quelque sorte, permettent de faire une sorte d'habitation, mais la loi ne les prend pas en compte. D'accord. Oui. Alors, si on revient un peu aux différentes spécificités de ce dont on prend compte, ou ce dont parle la loi, qui nous intéresse. On a parlé tout à l'heure donc du bail à usage d'habitation. Lorsqu'on revient un peu dans ce champ, quelles sont justement les parties que comprend donc ce bail à usage d'habitation? Oui, vous avez le bailleur lui-même, celui qui met l'immeuble à disposition, voilà. Vous avez le preneur, qui est le locataire, qu'on appelle communément locataire. Absolument. Mais ils peuvent se faire représenter. Et leurs représentants doivent être dûment mandatés. Ils leur donnent mandat, ils leur donnent pouvoir d'agir en leur lieu et place. Généralement, ils le font par des agents immobiliers. Hein. C'est ça. Voilà, pour conclure. On peut revenir sur cela un peu. Très bien. Donc, c'est cela. Principalement, vous avez le bailleur et vous avez le preneur. Les bailleurs, au niveau du bailleur, vous pouvez avoir un immeuble qui fait l'objet d'une copropriété lorsque c'est, par exemple, deux époux qui sont propriétaires de l'immeuble. Mais dans ces conditions, l'un des époux peut agir au nom des deux époux. Il signe au nom des deux époux. Vous avez aussi des immeubles qui font l'objet d'indivision. Notre père est décédé, nous sommes 5 enfants, il nous a laissé la maison et nous avons décidé de ne pas la vendre, de la conserver, mettre des locataires et recueillir le fruit civil qu'est le loyer à la fin de chaque mois. Alors, celui qui agit en nos lieux et places signe le contrat avec les locataires. Vous voyez? Donc, c'est un peu comme ça par rapport aux bailleurs. Par rapport aux preneurs, qui sont les locataires, c'est généralement la même chose, mais vous avez généralement aussi des maisons où il y a beaucoup de locataires. Mais dans ces conditions, chacun des locataires est tenu de signer le contrat de bail. Individuellement. Individuellement, il signe. Parce que de départ aussi, les locataires ne sont pas censés forcément se connaître ou intégrer le bail en même temps. Non. Donc, chacun signe le contrat avec le bailleur. Oui. C'est ça. Alors, avec ces différents paramètres, est-ce qu'il peut arriver qu'on refuse le bail à usage d'habitation à quelqu'un en raison de certains handicaps, par exemple son ethnie, son sexe, etc., etc. Est-ce que la loi permet ça? La loi, le législateur est formel sur la question. Que dit-il, le législateur? C'est interdit
de refuser le bail à quelqu'un en raison de son sexe, de son ethnie, de sa position, de ses convictions politiques, religieuses, de sa race, c'est interdit parce que la Constitution même a prévu la non-discrimination. Si le refus est fondé sur ces raisons-là, c'est interdit. Toutefois, Oui. l'on peut refuser le bail pour des raisons objectives. On peut refuser le bail pour des raisons objectives. Quelles sont ces raisons qu'on peut qualifier d'objectives alors? Bien, j'ai mon immeuble. Après évaluation, on se rend compte que l'immeuble peut être loué à 100 000 francs le mois. Oui. Mais le locataire vient, il dit qu'il veut le prendre à 20 000 francs. D'accord. Ça, c'est objectif. Je peux lui refuser l'accès à mon immeuble parce qu'il ne remplit pas les conditions objectives. C'est ça. Mais si ce sont des conditions subjectives, telles que le sexe, la race, la religion, les convictions politiques, qui fondent mon refus, le locataire, ou plutôt le futur locataire qui s'est vu refuser ce bail, peut saisir le président du tribunal du lieu de situation de l'immeuble pour demander qu'on m'ordonne à l'accepter dans l'immeuble. Et là, la loi est claire. Le président du tribunal peut ordonner que celui-là prenne le local, même sans le consentement du bailleur. D'accord. Elle est formelle là-dessus. La loi fait obligation au bailleur Bien sûr. de permettre au locataire d'intégrer le logement. Si le refus n'est fondé basé sur ces critères qui sont subjectifs. subjectifs. C'est ça. Mais si ce sont des critères objectifs, il peut bel et bien refuser. Quelqu'un qui est de moralité douteuse, qui vient vers moi et je sais que celui-là, il est vraiment violent. Déjà, dès les premiers contacts, c'est quelqu'un de très violent. Je sais que si celui-ci intègre mon immeuble, tous mes locataires auront des problèmes. Objectivement. 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 Déjà, ça pose un problème. Donc, pour des critères objectifs, le refus peut être bien fondé. On a parlé tout à l'heure de ce critère-là. C'est Oui. une sorte d'obligation Oui. que la loi fait aux bailleurs. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres obligations que la loi fait aux bailleurs, justement? Oui, vis-à-vis des preneurs, des locataires, absolument. bien sûr. Les obligations du bailleur sont un peu nombreuses. D'abord, il doit mettre l'immeuble à la disposition du locataire, lui permettre de jouir de l'immeuble. Une fois qu'il a encaissé les sous, il faut Bien qu'il sûr. puisse laisser Bien le sûr. locataire habiter. le Habiter. logement. Et il doit le mettre en bon état, en un état d'habitabilité. C'est le thème que le législateur a employé, dans un état d'habitabilité. C'est pourquoi les grosses réparations lui incombent, à savoir les murs d'élévation, les murs de clôture, les puisards, les réparations qui peuvent quand même permettre un accès convenable à l'immeuble, qui peuvent permettre au locataire de bien jouir de son droit. Si le bailleur se refuse d'exécuter ou de mettre l'immeuble dans un état d'habitabilité, le locataire peut saisir le président du tribunal du lieu de situation de l'immeuble pour demander d'ordonner au bailleur de mettre l'immeuble dans un état d'habitabilité. Il peut même obtenir du président du tribunal qu'il répare lui-même, le locataire, qu'il fasse les réparations. Et le moment venu, le président du tribunal fixe les montants de la réparation et les modalités de remboursement par le bailleur. Par le bailleur. Bien sûr. D'accord. Et donc ça, c'est ce que la loi dit Oui. au cas où, par exemple, le bailleur refuserait Bien sûr. de pouvoir s'exécuter Oui. ou de s'adonner aux travaux de grosses réparations. Bien sûr. Mais que mettons dans travaux de grosses réparations, justement? À quel moment on peut trouver que ça, c'est un travail qui revient au bailleur et pas au locataire? Oui, c'est ce que je viens de citer tout à l'heure. Les poutres, les voûtes, Oui. les puisards. Une serrure à changer, par exemple, ça revient à qui? Non, ça c'est juste un entretien. Mais Une ampoule grillée à changer? Oui, ça c'est juste un entretien. Mais si ce sont des réparations qu'il fallait faire avant l'intégration de l'immeuble, là, il revient au bailleur de faire toutes ces réparations-là. Mais si c'est une ampoule grillée et autres, alors que
l'ampoule est grillée pendant que le locataire est dans l'immeuble, déjà, il lui revient de faire ses réparations. Si c'est une serrure qui est endommagée ou si c'est, comment dirais-je, une vitre de la fenêtre qui est brisée par le fait des enfants ou autre, il revient au locataire de faire ses réparations. Et si par le fait même du locataire, il y a eu des endroits du bâtiment qui sont endommagés, il lui incombe de réparer tous les dommages qui sont causés à l'immeuble. Parce qu'à l'entrée de l'immeuble, on le verra, il y aura ce qu'on appelle un état des lieux. Et à la sortie, il y aura aussi un état des lieux. Voilà. J'allais poser la question de savoir si, par exemple, je constate qu'un immeuble me plaît, de par son architecture, de peut-être par sa position géographique ou d'autres critères, et que moi, le locataire, je suis intéressé, peut-être je verse même le montant, la caution, le cautionnement. On va peut-être revenir un peu plus tard dessus, et que le bailleur encaisse ses fonds. Mais pendant ce temps, je constate qu'il y a des défaillances. Peut-être des travaux de réparation de la peinture ou des choses comme ça, et que je conditionne l'entrée dans le logement à la réparation de ces, on va dire, ces défaillances. Et que le bailleur part sur le principe que ça va être fait. Prends les sous et ne le fait pas. Qu'est-ce que je fais? Oui. C'est que vous avez déjà mené les démarches vers lui pour qu'il fasse les réparations nécessaires. L'argent, la caution et tout ça. Il ne le fait pas. Vous saisissez le président du tribunal du lieu de situation de l'immeuble pour qu'il puisse lui ordonner de procéder aux réparations. S'il ne le fait pas, le président peut vous ordonner à procéder aux réparations. Et après, voilà. Et c'est toujours le président qui fixe les montants des réparations et les modalités de remboursement. Il ne vous revient pas après avoir fait de fixer maintenant comment. Voilà, non, ça ne se fait pas comme ça. Sinon, des locataires peuvent gruger abondamment les propriétaires. Voilà. Quels sont les droits que le bailleur, lui, il a? Les droits. Puisqu'on vient de parler de ces obligations. Oui, bien sûr. S'il a des obligations, l'obligation de mettre l'immeuble à disposition en contrepartie, il a le droit de quand même jouir des fruits civils de son immeuble. C'est ça. Et lorsque le locataire ne remplit pas les conditions, il ne paye pas le loyer, il est quelqu'un qui ne facilite pas le bon voisinage et tout ça, ils peuvent quand même arriver à la rupture du contrat. Si le bailleur le décide. Oui, si le bailleur le décide. Mais bien évidemment, lorsque le contrat est résilié pour sortir quelqu'un comme ça, d'abord, il faut des mises en demeure. Lui demandant soit de se corriger, soit d'avoir à payer le loyer, soit d'avoir à faire des réparations ou à s'acquitter de ses obligations contractuelles. Voilà. C'est ça. Et le preneur, ses obligations, ses droits? Oui, le preneur, il a l'obligation de payer le loyer, bien évidemment. Il a l'obligation d'entretenir l'immeuble en bon père de famille. Et il a cette obligation-là de procéder aux petites réparations dans l'immeuble, telles que nous les avons mentionnées tout à l'heure. La clé de la serrure qui est un peu endommagée de son fait, et les nacos qui sont brisés et tout ça. Il lui revient de faire. Voilà. Alors, docteur Clément Dassy, je voudrais qu'on évolue un peu. Et là, j'allais vous demander quelles sont les conditions, que ce soit de fond, de forme, qui sont liées justement au bail à usage d'habitation. Oui, le contrat de bail à usage d'habitation est soumis aux mêmes conditions de fond qu'un contrat de droit commun, à savoir les conditions de fond qui sont la capacité, le consentement, l'objet qui doit être licite, la cause qui doit être licite. Alors, tout ça, ce sont des termes peut-être trop techniques pour des téléspectateurs lambda. On va peut-être faire un peu plus simple et pédagogique. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, la capacité, commençons par la capacité. Vous savez, la capacité, c'est cette aptitude à jouir ou à exercer des droits. Tout le monde a la capacité de jouissance, Même l'enfant qui vient de naître a la capacité de jouir de ses droits. Mais tout le monde n'a pas la capacité d'exercice. La capacité, l'aptitude à exercer des droits. Alors, au Bénin, pour avoir la capacité d'exercer des droits, généralement, il faut avoir la majorité civile, 18 ans. Cependant, un mineur émancipé
peut avoir la capacité d'exercice, émancipé soit par le mariage, soit par une décision de justice. Il peut avoir la capacité d'exercice et agir comme un adulte. Mais un majeur qui, par contre, n'a pas toutes ses facultés mentales en place, peut ne pas avoir cette capacité d'exercice. Et là, un majeur qui, visiblement, n'a pas ses facultés mentales en place, ne peut pas aller conclure un contrat de bail avec un bailleur ou même avec un preneur si éventuellement il était en position de bailleur. Vous voyez, il faut avoir la capacité. Pour avoir cette capacité, il faut normalement avoir 18 ans au moins. Et si on n'a pas 18 ans, être un mineur émancipé. Avec les critères que vous avez évoqués. Les critères que je viens d'évoquer tout à l'heure. Vous avez aussi parlé du consentement. Du consentement. Et là, la loi est assez claire là-dessus. Il me semble c'est l'article 5 qui prévoit que le consentement doit être réciproque. Le bailleur doit consentir à donner l'immeuble en bail. Le preneur doit aussi consentir à prendre l'immeuble à bail. Et là, le consentement, il est important. Mais le consentement ne doit pas être vicié, soit par la violence physique, psychologique qu'on peut exercer sur l'autre pour l'amener à conclure. Accepter contre son gré. Contre son gré, non. Le consentement doit être libre. C'est ça. Le consentement si ne doit vicié, pas être... comment est-ce qu'on peut régler ça, par exemple? Le contrat est nul. D'accord. Si c'est vicié, le contrat est nul. Si le consentement ne doit pas être vicié par le dol, c'est-à-dire des manœuvres frauduleuses pour amener l'autre à conclure, non, il ne doit pas être vicié. En tout cas, tout ce qui constitue les vices du consentement, le consentement doit être libre de tous ces vices-là et être donné de façon libre. Bon, excusez, voilà le pléonasme. C'est une répétition utile. Donc, c'est cela. C'est ça. Oui. Et il y a l'objet, il y a la cause dont vous avez aussi parlé. Oui, l'objet, sur quoi porte le contrat? C'est sur le bail. Le bail. Sur le bail, ici, le bail à usage d'habitation. Il faut qu'il soit licite. Et ici, le problème ne se pose pas, puisque c'est la loi elle-même qui a prévu. Oui. Le problème ne se pose pas. Et les parties peuvent même arriver à... Elles sont d'ailleurs tenues d'avoir un contrat bien écrit dans lequel toutes les clauses figurent. Et toutes ces clauses doivent être conformes à la loi. Elles ne doivent pas être contraires à la loi. C'est ça. L'objet, lui, il peut être licite, mais la cause peut être illicite. Je prends une maison à bail. Oui. De façon ordinaire ou visiblement, je l'ai prise pour y habiter. Oui. Mais en réalité, je veux exercer du proxénétisme dans cette maison et recruter des jeunes filles pour... Voilà, la cause est illicite. L'objet lui-même, il est licite. Mais ce que je veux faire derrière, les raisons qui me poussent à aller prendre et à conclure ce contrat, ces raisons ne sont pas licites. Soit je prends la maison, c'est pour faire du trafic de drogue, soit c'est pour faire du trafic d'organes humains. Ça, c'est illicite. Mais ce que je veux faire, l'objet lui-même, il est licite. Je l'ai pris pour habitation. Mais en réalité, c'est pour cacher l'activité que je veux faire derrière. C'est ça. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de ces contrats-là, dont les clauses doivent respecter également les normes édictées par la loi. Oui. Comment doit se présenter alors le contrat? Oui, le contrat, c'est... différentes parties doivent véritablement définir les obligations, les droits du preneur, du bailleur et tout ça. Et c'est pour faciliter le travail que le législateur a prévu que le ministre chargé de l'habitat ainsi que les communes mettront en place ou élaboreront un formulaire type. Oui. Un formulaire type de contrat que les bailleurs et les preneurs doivent désormais suivre. Donc, de sorte qu'aujourd'hui, le bailleur ou le preneur n'ont plus à se casser la tête de savoir qu'est-ce qu'ils vont mettre dans leur contrat. Le formulaire est disponible, il me semble, sur le site du ministère
du développement, du cadre de vie et du développement durable. C'est ça. Oui. Alors, on a donc passé peut-être en revue les grands principes déjà de ce qu'on appelle le bail à usage d'habitation. Oui. Est-ce qu'il y a peut-être, en dehors de tout ce qu'on a déjà dit, avant peut-être d'évoluer, d'autres formalités à remplir sur le plan administratif, peut-être juridique également, rapidement? Oui, bien sûr. Les formalités, c'est qu'il faut d'abord l'état des lieux à l'entrée et à la sortie. Il faut formellement l'état des lieux. Et l'état des lieux doit être contradictoire. Il peut être fait... Il doit être fait par qui, justement? Par les deux parties. Ils peuvent le faire sous forme d'actes sous seing privé. C'est eux-mêmes qui établissent. Ils voient quel est l'état de l'immeuble à l'entrée, quel est l'état de l'immeuble à la sortie. Mais ils peuvent aussi faire appel à un huissier qui va établir l'état des lieux et chacun d'eux va le viser. Est-ce que s'ils font l'état des lieux à la fois, ensemble, sur juste un constat visuel, et qu'ils n'ont pas peut-être pensé mettre ça sur papier? Ils doivent formellement le mettre sur papier. Comme le contrat aussi, le contrat de bail doit être formellement mis sur papier. Il n'y a plus de contrat verbal aujourd'hui. Contrat de bail verbal, aujourd'hui, avec la nouvelle loi, ce contrat est exclu. Il faut formellement qu'il soit écrit. C'est formel. Alors, autre formalité, lorsque le contrat est conclu, il faut qu'il soit enregistré au service des impôts. C'est nécessaire. Tout contrat d'ailleurs, tout contrat conclu doit être enregistré au service des impôts. Donc, lorsque vous concluez un contrat de bail, il faut le faire enregistrer au service des impôts. D'accord. Merci infiniment à vous. Accueillons Clément Dassy, docteur en droit public et spécialiste de légistique. Ce n'est pas terminé, cette thématique, elle est tellement vaste que nous y reviendrons la semaine prochaine avec d'autres explications. Les téléspectateurs se posent beaucoup d'autres questions par rapport, par exemple, aux paramètres qui encadrent le montant du loyer mensuel, les conditions liées à ça, notamment, parfois certains locataires estiment que le bail ou le logement ne vaut pas forcément on va dire, le montant qu'on lui a attribué. On verra un peu si les bailleurs peuvent fixer le montant de façon fantaisiste, entre griffes. On y reviendra dans nos prochaines émissions. Merci à vous d'avoir été sur ce plateau. Et avec votre disponibilité, on y reviendra. Merci. Et merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis également sur cette antenne. On se retrouve la semaine prochaine.